il y a 9 ans, je prenais l'une des meilleures décisions de ma vie, celle de devenir végane. Depuis ce jour, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête parce que non seulement j'ai tous les nutriments dont j'ai besoin grâce à cette alimentation végétale, mais en plus aujourd'hui je suis alignée dans mes valeurs et dans mon éthique, dans mon assiette au quotidien, et ça c'est vraiment très important pour moi. Néanmoins, il y a quelques temps, j'ai appris que je souffrais d'une affection hormonale malheureusement courante, le SOPK, avec une résistance à l'insuline qui m'a fait prendre pas mal de poids ces dernières années. Du coup, j'ai eu envie de tester quelque chose de nouveau et je suis tombée sur l'alimentation low carb. C'est une alimentation pauvre en glucides et très riche en protéines qu'on a décidé de tester, mon chéri et moi, pour voir un petit peu comment on se sentait avec cette façon de manger, et pour l'instant, on adore, on se sent hyper satisfait et rassasié après les repas, tout en étant très énergique. On a vraiment l'impression que la digestion nous prend moins d'énergie qu'avec beaucoup de glucides, même si cette façon de manger n'est pas et ne sera jamais pour nous une règle stricte. Le problème, c'est que quand on parle alimentation low carb, c'est tout le temps une alimentation qui fait la part belle aux produits animaux. Donc il y a énormément de viande, de produits laitiers, d'œufs, etc. Sauf que comme vous l'avez compris, à la maison, c'est hors de question. On ne mange pas du tout ça, et ce depuis près d'une décennie. Et je sais, pour être passé par là, à quel point il est difficile de trouver des recettes qui soient à la fois véganes et low carb. Donc je vous propose de me suivre dans ma cuisine, dans une session de meal prep, où je vais préparer la plupart des repas de notre semaine pour mon chéri et moi. Et vous allez pouvoir découvrir 7 recettes variées qui sont toutes végétales, low carb, mais également sans gluten. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de me retrouver tout de suite dans ma cuisine. C'est parti! Alors la première étape dans mon meal prep, ça va être de faire tremper des noix de cajou. Donc moi je prends toujours des noix de cajou qui sont en petits morceaux comme ça. Elles sont moins chères que les noix de cajou entières, et étant donné que de toute façon je vais les mixer, ça ne change rien pour moi. Et pour cette recette, sachez que pour une version plus économique, on aurait pu également utiliser des graines de tournesol. Et pour info, j'achète des noix de cajou qui sont certifiées, décortiquées mécaniquement. Donc voilà pour les personnes qui se posent la question. Et ensuite j'ajoute de l'eau bouillante, et là je vais pouvoir laisser mes noix de cajou reposer pendant une demi-heure, une heure à peu près, et ensuite je pourrai les utiliser. Ceci étant fait, on va passer à notre deuxième recette, pour laquelle on va utiliser les dernières tomates de la saison, parce que oui, jusqu'à fin septembre, on peut encore utiliser les fruits et légumes d'été, et donc quoi de mieux pour profiter de la saison des tomates en septembre que de faire une soupe en faisant rôtir les tomates au four. C'est juste excellent. On va ajouter des protéines, vous allez voir, de façon assez maligne dans cette recette. Ce que je fais, c'est que pour les grosses tomates, je les coupe ou en 2 ou en 3. J'aime beaucoup les longues, je crois que ça s'appelle des tomates Roma, et sinon j'aime beaucoup les petites comme ça. Pour les petites, je pense que je vais les laisser entières. Une fois que c'est fait, je transvase mes tomates sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Et je les mets comme ça sur les 2/3 de la plaque. Pour m'occuper ensuite de mon deuxième légume, j'ai nommé les poivrons rouges. Bon, il est un peu noir à l'intérieur par endroits, donc ce que je fais, c'est que hop, je coupe. Et ensuite, là vraiment, vous cassez pas la tête, de toute façon on va tout mixer ensuite, donc vous faites des grosses joues comme ça. Je crois que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo comment je coupe mon poivron sans qu'il y ait des graines partout sur mon plan de travail, etc. Je vous remontre, en fait, moi je coupe tout simplement les joues de cette façon. Vous voyez, au centre ici, on a les noyaux, enfin les pépins. Et du coup, vous coupez sans toucher en fait à l'espace des pépins. Tac. Ensuite, je reprends un petit peu le bout ici. Et vous n'avez plus qu'à jeter ça, et regardez, j'ai aucun pépin sur ma planche à découper. Toutes ces joues de poivrons, on va donc pouvoir les ajouter sur la plaque allant au four. Voilà. Et donc là, c'est magnifique, il n'y a pas grand chose de plus à faire. On va simplement saler les légumes. Puis mettre un filet d'huile pour la cuisson. Donc vous pouvez utiliser de l'huile de cuisson, ou comme moi, de l'huile d'olive si vous préférez. Prenez juste bien une huile d'olive qui résiste à la cuisson. Et ça part au four à 180 degrés, voire 190 si vous le souhaitez, pour, je sais pas encore exactement, mais j'imagine à peu près 30 minutes. Puisque notre four est en marche, je vais en profiter pour faire plusieurs cuissons en même temps. Ça me permet de mutualiser et d'économiser un petit peu le four. Et donc pareil, toujours dans l'objectif de profiter jusqu'à la fin des légumes de saison, j'ai pris quelques aubergines. D'ailleurs, cet été, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout profité de ce légume. Je trouvais qu'il était assez cher toute la saison. Je sais pas combien c'est chez vous, mais nous c'est genre presque 1 € l'aubergine à chaque fois. Donc je trouve ça quand même assez coûteux. Du coup je vais faire des tranches comme ça. Et ça va être très sympa parce que non seulement c'est délicieux à déguster tel quel, mais vous allez voir, je vais faire un petit twist et je vais les utiliser avec une autre recette. Bref, vous verrez dans la suite de la vidéo. Ensuite j'ai sorti une plaque allant au four. Bon,
La mienne est comme ça, mais l'idéal c'est vraiment une plaque pleine. Moi j'en ai qu'une seule et elle est déjà utilisée du coup. Et je vais tout simplement disposer mes tranches d'aubergine dessus. Malheureusement, j'ai pas tout à fait assez de place, donc je vais les faire se chevaucher comme ça, mais si vous le pouvez, ne le faites pas. Et je vais me préparer une marinade toute simple avec huile d'olive que je coupe à l'huile de cuisson bio pour que ce soit plus économique. Je mets un petit peu de sauce soja ou tamari si vous êtes 100% sans gluten. Et là, vous pouvez mettre des petites épices au choix, mais moi, je vais mettre des herbes de Provence. Et je vais m'arrêter là. Je mélange avec mon petit pinceau de cuisine. Et maintenant, je vais tout simplement badigeonner mes tranches d'aubergine. Et vous allez voir, je vais le faire des deux côtés. Donc une fois que c'est fait d'un côté, je les retourne. Sauf évidemment celles qui sont sur les bords comme ça. Elles, forcément, je les laisse en place. Hop, et du coup, je mets ma marinade également de l'autre côté. Voilà, donc à nouveau, c'est prêt à être enfourné avec les tomates et les poivrons pour 30 voire 35 minutes à 180 degrés. De toute façon, au bout de 30 minutes, vous commencez à surveiller, à regarder. Il faut qu'elle soit bien tendre et bien souple. Je continue sur les légumes. Nous, on mange beaucoup de légumes, donc il faut quand même en préparer pas mal. Et on va faire de la betterave. J'en profite justement pour vous parler un petit peu de l'index glycémique, des différents légumes, etc. Ou même plus précisément des féculents, et notamment des pommes de terre. C'est typiquement un légume en low carb qu'il est un peu compliqué de déguster. Et du coup, j'ai fait des recherches un petit peu sur les légumes qui peuvent être agréables à consommer en remplacement des pommes de terre. Et au final, on a pas mal d'options, c'est ça qui est chouette. On a la betterave déjà. Alors je sais que beaucoup de gens ont un mauvais souvenir avec les betteraves, notamment à cause de la fameuse salade de betterave en cube de la cantine. Mais sachez que la betterave, ça peut être absolument délicieux, notamment lorsque c'est rôti. Et là, c'est ce qu'on va faire, on va les rôtir au four. Mais il y a également tout ce qui est courge, et notamment le potimarron. Le potimarron, c'est vraiment excellent, c'est de saison la moitié de l'année, donc ça vaut vraiment le coup. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris des betteraves, et vous le verrez ensuite également du potimarron. Donc la betterave, j'aurais pu bien la frotter sous l'eau et garder la peau, mais personnellement, je préfère quand même vraiment sans la peau. Et ce qui est bien, c'est que je recycle la peau dans la pâtée maison que je fais pour ma chienne. Les chiens peuvent manger de la betterave, c'est très bon pour eux, et ma chienne adore ça. Donc ça tombe bien, je lui mets les épluchures de ces betteraves, et elle est très contente. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut toujours sur les betteraves bien couper la tête ici. C'est une partie qui est assez dure. Et ensuite, il faut savoir que la betterave, c'est vraiment assez long à cuire, surtout au four comme ça, de but en blanc. Et forcément, plus le morceau que vous voulez cuire est gros, plus ça va mettre du temps. Donc ici, on va les couper directement en cubes, en morceaux. Hop. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser ma cocotte minute pour cuire mes betteraves. Ça réduit le temps énormément, enfin vraiment la cocotte minute, j'en parle souvent à mon compagnon en ce moment, c'est le meilleur investissement qu'on ait fait, et je ne peux pas vous dire à quel point on l'utilise souvent et à quel point elle est extrêmement utile pour énormément de cuissons, notamment la cuisson des pommes de terre lorsqu'on souhaite en manger, des légumineuses, et ça me permet de globalement réduire mes temps de cuisson énormément, me faire gagner du temps, de l'argent, puisque bah forcément on utilise beaucoup moins la plaque. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien de ma cocotte minute si ça vous intéresse en description. Mais sinon, j'en avais parlé cet hiver, notamment dans ma vidéo YouTube sur mes cadeaux de Noël. Une fois que mes betteraves sont coupées comme ça, je vais tout simplement les disposer sur une plaque. Je vais également utiliser mes dernières courgettes, encore une fois, de la saison. Bon, elles sont un peu abîmées, vous m'en voudrez pas. J'aurais dû les cuisiner avant. Je vais les éplucher, notamment là où elles sont un peu abîmées, justement. Mais bien évidemment, chez vous, vous pouvez garder la peau. Et je les épluche plusieurs fois, comme vous pouvez le voir, jusqu'à ce que je ne vois plus du tout que ce soit abîmé. Une fois que c'est fait, je vais les couper en morceaux irréguliers. Je vous montre comment j'aime bien faire. Donc en gros, je fais comme ça, après je la tourne, je refais comme ça, je la tourne. Hop, hop, hop. Et ça me permet d'avoir une découpe comme ceci. Moi j'aime bien, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Bon là, j'ai ma plaque qui est utilisée entièrement et mon four qui commence à être bien plein, qui le sera d'autant plus avec cette plaque. Donc même si j'avais acheté un potimarron, finalement je vais pas l'utiliser. Mais grosso modo, je pense que vous avez compris le principe. Si vous souhaitez avoir du potimarron, bah vous le coupez en cubes et pareil, vous mettez huile d'olive, sel, ça part au four. Franchement, c'est tellement bon que ça n'a même pas besoin d'épices ou quoi que ce soit. Et le potimarron, faut savoir qu'il n'y a aucun besoin de l'éplucher puisque la peau est extrêmement tendre. Vraiment, c'est incroyable. Déjà, la butternut, vous n'avez pas forcément besoin de l'éplucher, mais moi je trouve pas ça très agréable. Mais alors le potimarron, c'est vraiment un besoin
0. Donc ça part avec de l'huile d'olive au four. Ça y est, les noix de cajou sont prêtes. Donc je les ai égouttées. Je les mets maintenant dans un robot. C'est un petit robot Lamant S que j'aime beaucoup parce qu'au final il est pas si petit, on peut y faire rentrer pas mal de choses. Mais en plus de ça, le bol est en verre et ça c'est vraiment chouette lorsqu'on mixe des choses. Ensuite j'ajoute 500 g de tofu. Donc moi je prends du tofu ferme que j'achète au rayon frais de mon magasin asiatique. Mais ça s'achète aussi en magasin bio. Et d'ailleurs, dans le sachet de tofu, il reste toujours un petit peu de liquide. Surtout, ne le jetez pas. Il est très riche en calcium. Il est également riche en protéines. Vous pouvez le mettre dans de la soupe, par exemple, ou dans une vinaigrette, ou dans ce que vous voulez. Ou juste le boire comme ça, un peu comme l'eau qu'il y a au-dessus des yaourts, vous savez. Et sachez également qu'on peut l'utiliser de la même façon que l'eau de cuisson des pois chiches ou des légumineuses en général pour le monter en neige, comme des blancs d'œufs en neige. Ça monte hyper bien, ça tient hyper bien. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je vous donne, ne jetez pas ça. J'ajoute 2 gousses d'ail. Si vous avez du mal avec l'ail frais, vous pouvez très bien mettre de l'ail en poudre. Bien évidemment, on fait du fromage, donc on n'oublie pas le sel. Un mélange d'herbes de Provence. Maintenant, je vais peser mon huile de coco. Donc vous pouvez utiliser de l'huile de coco désodorisée ou non, c'est vraiment vous qui voyez. Moi personnellement, ça ne me gêne pas d'en utiliser de la pure, entre guillemets. Je trouve pas que ça donne spécialement un goût de coco à mon fromage. Donc je la mets dans mon récipient, hop. Et pour la faire fondre, je vais tout simplement la mettre dans mon four, étant donné qu'il est allumé. Pour retrouver le côté un petit peu acidulé du fromage, notamment du fromage frais, à tartiner, etc. Je vais y mettre du vinaigre de cidre, il faut qu'il soit sans lait. Également un petit peu d'eau. J'ajoute l'huile de coco qui a fondu très rapidement. On va pouvoir mixer. Alors voyons voir ce que ça donne. J'ai mixé pendant environ 1 minute, je dirais. Waouh! It's beautiful! Non mais franchement la texture est trop belle. Ça donne trop envie. Et à ce stade, moi je vous invite à goûter, à voir si les saveurs vous conviennent. Est-ce que vous souhaitez mettre un peu plus d'herbes de Provence, un peu plus de vinaigre si vous souhaitez exhauster les saveurs, ou pourquoi pas un peu plus de sel. Pour moi honnêtement c'est presque parfait. Je vais juste ajouter un peu plus de sel, un peu de poivre, parce que pourquoi pas finalement. Je mixe un dernier petit coup. J'ai ce tout petit moule à charnière que j'aime bien utiliser, donc j'ai mis du papier film en dessous et de l'huile d'olive sur les bords pour que ça puisse bien se démouler. C'est vraiment un fromage qui va durcir au frais grâce à l'huile de coco, et du coup vous pouvez très bien le servir sur une assiette au moment du fromage. Il se coupe en tranches, enfin il est vraiment délicieux. C'est un fromage dans lequel on pourrait également mettre des herbes fraîches si vous en avez dans le frigo, notamment certaines qui vont se perdre, etc. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez mettre de la nette, de la coriandre, de la ciboulette, ce serait également délicieux, mais également du persil, ou encore du thym, du romarin haché, enfin bref. Parfois je le fais aussi au curcuma, j'aime beaucoup, c'est une très bonne version, je la trouve délicieuse. On peut ajouter du curry, enfin vraiment on peut s'amuser avec cette recette et c'est ça que j'adore. Une fois que c'est à peu près égalisé, ce que je fais c'est que je le referme avec hop, un autre papier film. Et là, ça part au frigo pour plusieurs heures. Idéalement, faites-le la veille pour le lendemain, comme ça vous êtes tranquille. Et vraiment, c'est une recette qui est à la fois excellente pour le quotidien, mais aussi super pour recevoir. Quand on est vegan, c'est pas évident d'avoir des recettes comme ça, de fromage vegan maison, qui sont aussi économiques, et en plus de ça, qui sont très protéinés, donc c'est quand même assez intéressant. Regardez-moi cette belle plaque de tomates et de poivrons rouges qui sont sortis du four. On va pouvoir s'en servir pour faire maintenant le velouté. Et justement, pour faire un velouté protéiné, on va ajouter un bloc de tofu soyeux. Donc là, juste en ajoutant ça, on ajoute à peu près 20 g de protéines à notre soupe. Donc c'est plutôt intéressant. Pour renforcer encore les protéines dans cette soupe, je vais ajouter de la poudre de protéines qui est vegan. Et surtout qui est sans aucun goût. Donc en gros c'est de la protéine neutre, on peut l'utiliser en sucré comme en salé. Il n'y a aucun édulcorant dedans ou quoi que ce soit. Et c'est en gros un mélange de protéines de graines de courge, protéines de riz et protéines de pois. Ça contient des protéines complètes avec la chaîne des 9 acides aminés. Et c'est bien évidemment low carb. Donc dans chaque scoop, j'ajoute 11 g de protéines à ma soupe. Donc je vais commencer par 2 scoops, c'est-à-dire 22 g de protéines supplémentaires. Ce qui fait que dans ma soupe, il y aura au moins 42 g de protéines. Maintenant j'ajoute tout simplement mes tomates dans mon blender, ainsi que mes poivrons.
Moi je le fais au blender, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel type de mixeur que vous avez. D'ordinaire, je mets une tête d'ail au four. Donc vous savez, je coupe la tête et ensuite j'ajoute un petit peu d'huile d'olive et du sel. Et je le mets au four avec le reste de mes ingrédients. Comme ça cuit en même temps et ça donne un ail rôti absolument excellent. Néanmoins, j'ai complètement zappé cette fois-ci, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ajoute plutôt de l'ail en poudre. Ça va ajouter encore des saveurs. Un petit peu de sauce soja qui va complètement raviver le côté umami de la tomate. Et moi, je vais mettre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un sirop de grenade. C'est très acide en fait, c'est pas spécialement sucré. Et ce sera vraiment délicieux encore une fois dans cette recette. Faut vraiment le voir comme un condiment, hein. C'est pas un sirop à mettre dans de l'eau par exemple. Ah voilà, je me souviens, ça s'appelle de la mélasse de grenade. Je mets un petit peu de piment fumé, celui-là est excellent. À la place, on pourrait très bien utiliser du paprika fumé ou même pourquoi pas du paprika doux. Et je vais commencer par mixer comme ça. Hop, regardez-moi cette magnifique couleur. Je vais pouvoir goûter et ajuster un petit peu les saveurs au besoin. Non, pour moi, elle est déjà excellente telle qu'elle. J'ai pas besoin de corriger les saveurs. Après, chez vous, vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien mettre du basilic si c'est encore la saison chez vous. Pourquoi pas un petit peu de persil, du thym. Et vous servez dans un bol avec un joli filet d'huile d'olive. Pourquoi pas, si vous en avez gardé, quelques tomates rôties. Moi, j'en garde toujours un petit peu de côté dans une petite boîte hermétique. Comme ça, je peux les servir avec. Et ça, avec une bonne tranche de pain low carb. Alors, j'en fais pas dans ce meal prep, mais j'ai une recette si vous le souhaitez. Donc, je pourrais vous la partager si ça vous intéresse. C'est juste excellent. Et là, je vous assure que vous allez vous régaler. Ok, alors la prochaine recette va probablement vous étonner, puisqu'elle est sucrée et pourtant elle commence avec des PST. Donc les PST ou protéines de soja texturées, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça, c'est vendu déshydraté et ensuite ça prend au moins 2 ou 3 fois la quantité lorsque c'est réhydraté. C'est très protéiné, il faut savoir qu'à poids sec, c'est en général au moins 50% de protéines et ça a un goût assez neutre. On peut les acheter à base de soja, ce qui permet donc d'avoir des protéines complètes. Ça peut être fait à base de pois, donc en général c'est du pois cassé jaune. Ça offre également des protéines complètes, chose que j'ai apprise récemment. Et ça peut être fait aussi de façon un peu plus rare à base de lentilles ou de graines de tournesol. Donc voilà, même pour les personnes qui sont allergiques au soja, c'est possible d'en consommer et c'est vraiment une super source de protéines végétales, surtout que c'est très faible en glucides. Là, j'ai dû mélanger les PST parce que j'en avais plus assez de mes premières. La taille idéale, c'est vraiment celle que je vous ai montrée à l'instant, c'est-à-dire celle-ci. Mais là, vous voyez, quand j'en ai racheté, j'en ai trouvé en magasin uniquement de cette taille. Donc c'est plus gros, c'est moins bien, mais ça va, c'est encore quand même une petite taille. Donc là, je vais en faire pour plusieurs jours parce que oui, je vais préparer un porridge protéiné sans avoine qui sera donc low carb. Ensuite, je vais ajouter ma protéine nature, toujours. Donc pour le coup, si vous avez chez vous de la protéine, par exemple à la vanille ou au cacao, ce sera excellent. Donc vous pouvez utiliser de la protéine qui n'est pas nature, qui n'est pas neutre en goût. Je mélange. J'ajoute également du lait de soja. Donc moi j'utilise du lait de soja, vous pouvez prendre du lait de coco ou du lait d'amande si vous le souhaitez. Néanmoins le lait de soja est le plus protéiné et c'est vraiment ce que je cherche. Et là, on va ajouter des épices. Alors, si vous avez utilisé de la poudre protéinée qui a un goût, c'est vraiment un point positif pour ce petit déjeuner parce qu'il faut savoir que les PST, même si ça a un goût neutre, si vraiment vous les faites à l'eau et que vous les goûtez, vous sentirez qu'elles ont quand même un goût. Et ce goût, il est pas toujours très agréable, je trouve. Du coup, c'est très intéressant d'utiliser de la poudre protéinée avec un goût de vanille, par exemple, ou de cacao, parce que ça vient masquer le petit goût désagréable des PST. Néanmoins, comme dit, moi, j'en ai pas. Du coup, j'utilise plutôt des épices, mais je vous conseille dans tous les cas de mettre des épices, même si vous utilisez de la poudre de protéines aromatisée. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est de la cannelle. Faut savoir que la cannelle, ça masque un petit peu tous les goûts désagréables dans une recette. Donc voilà, c'est un bon plan à connaître. Et l'équivalent en salé, sachez que c'est le cumin. Pour le coup, pour moi, c'est un mélange à pain d'épices, mais du coup, dedans, il y a de la cannelle. J'ajoute également de la vanille liquide. Hop, j'aime beaucoup en utiliser. Et ensuite, comme sucrant, vous utilisez un peu ce que vous voulez. Si vous vous en fichez un peu du low carb, mais que vous avez quand même envie de tester cette recette pour ses propriétés protéiques, d'ailleurs, je tiens à dire qu'une portion de cette recette contient pas moins de 42 grammes de protéines, donc c'est vraiment énorme pour le petit déjeuner. Ça vous permet de commencer la journée en étant bien calé et en ayant déjà un bon apport en protéines. Mais oui, du coup, il y a pas mal d'édulcorants, même naturels, qui sont pas mauvais pour la santé, qui sont utilisables en low carb, comme c'est le cas par exemple pour la stevia. Il faut prendre de la stevia pure, donc moi c'est ce que je fais, elle est en poudre. Et je mélange à nouveau.
Et voilà, maintenant c'est très très simple, j'allume tout simplement mon feu, donc sur moyen fort, au début je mets sur fort et une fois que ça commence à chauffer bien, je remets sur moyen et je reste devant la casserole en mélangeant régulièrement, vraiment comme pour un porridge, jusqu'à ce que les PST soient bien réhydratés. Vous allez voir, la texture va changer. Si vous souhaitez utiliser des fruits comme par exemple des poires, des pommes, je vous conseille de les ajouter directement à ce moment-là. Moi je vais utiliser de la pêche, donc je préfère l'ajouter après parce que je préfère lorsqu'elle n'est pas cuite. Voilà, donc là ça fait uniquement quelques minutes que je suis en train de mélanger sur feu fort et on peut voir, je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais on peut voir que les PST ont déjà commencé à se réhydrater pas mal. Le lait devient un peu plus épais, ce qui est très agréable. Donc là vous continuez de mélanger, vraiment 10 minutes c'est peut-être le max qu'il vous faudra pour réhydrater toutes les PST. Et là je commence à être vraiment satisfaite de la texture de mon porridge. On voit vraiment que ça cuit, vraiment ça ressemble à du porridge à base de flocons d'avoine. Et c'est une recette que je trouve vraiment géniale parce qu'elle se garde très bien au frigo en meal prep. Vous pouvez soit la déguster froide ensuite, soit la réchauffer très rapidement à la casserole ou au four à micro-ondes en fonction de ce que vous avez chez vous. Et comme ça au moins j'ai pas besoin d'être postée devant ma casserole tous les matins pendant au moins 10 minutes parce que ça prend quand même un certain temps. Et voilà, donc là à ce stade c'est cuit, on voit que les PST sont bien réhydratés, ça a vraiment une texture de porridge. Et là dans la casserole, pour que vous vous rendiez compte, il y a l'équivalent de 4 portions. Faut savoir que Erwan en mange une portion, mais moi j'en mange un peu moins, je dois manger je pense 2/3 d'une portion ou la moitié d'une portion, je sais pas exactement. Donc en réalité ça nous fera plus que 2 matins. À ce stade, ce que je vous invite à faire, c'est de goûter et de voir s'il y a assez de sucrant, s'il y a assez d'épices. Vous pouvez, comme moi, mettre un petit peu d'extrait de vanille, ça rend vraiment le goût délicieux. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets du porridge dans mon bol. Ensuite, c'est très personnel, mais moi j'aime bien ajouter un filet de lait de soja. Je trouve que ça fait un petit côté chaud-froid très agréable. Ensuite, je mets des fruits de saison. Donc ici, de la pêche, encore une fois, c'est la fin de la saison, donc j'en profite à fond. Ça ajoute vraiment un goût délicieux dans le porridge, ça sucre un petit peu naturellement. Et il faut savoir qu'il y a plein de fruits qui sont low carb. Je vous mettrai une liste à l'écran, n'hésitez pas à faire un screenshot. Et enfin, j'ajoute un petit filet de sirop d'érable. Hop. Faut savoir que le sirop d'érable, c'est pas low carb, mais comme je vous l'ai dit en intro, moi j'ai pas non plus envie d'être ultra stricte, de me frustrer ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc je trouve que pour un repas qui contient 40% de protéines, très peu de glucides, c'est pas bien grave de rajouter un filet de sirop d'érable. Et si ça me plaît au goût, c'est l'essentiel. Donc voilà comment je sers mon porridge tous les matins. J'espère vraiment que vous allez tester cette recette et qu'elle va vous plaire. Voilà, donc je vais conserver mon porridge de PST dans un récipient hermétique au frigo. Et comme dit, le matin, soit je le fais réchauffer, soit je suis ok de le manger froid, soit je le sors la veille sur le comptoir, juste la quantité nécessaire pour qu'il soit à température ambiante. Et ensuite j'ajoute un petit peu de lait de soja chaud dessus, comme ça le réchauffe un petit peu. Et après vous avez vu comment je le sers, c'est aussi très bon avec des petites noix là concassées. Franchement ça passe super bien. Et voilà, plusieurs portions de porridge pour la semaine. Je vais mettre ça au frais. On va continuer sur les protéines végétales et je vous montre comment je me prépare à l'avance vraiment des simili carnets que j'ai ensuite dans mon frigo et que je peux tout simplement passer à la poêle, vraiment comme si j'avais des aiguillettes de poulet si vous voulez dans mon frigo, ou comme si j'avais plus précisément des simili carnets sous blister dans mon frigo, que j'ouvrais la barquette et que je pouvais l'utiliser en 2 minutes. J'ai retrouvé comment faire ça mais avec du fait maison, donc c'est vraiment très pratique. Pour ça c'est très simple, je prends mes PST préférés, donc la forme que vous souhaitez. Moi j'aime bien cette forme d'aiguillette. Ici ce sont des PST, donc soja, mais comme dit vous pouvez très bien utiliser du pois ou autre chose si vous préférez. Ensuite vous allez voir, je fais très simple. Pour saler j'utilise du bouillon, donc vous pouvez utiliser du bouillon de légumes, ça fonctionnera très bien. Néanmoins moi j'aime beaucoup utiliser ce bouillon façon poulet, donc c'est du faux bouillon de poulet, il n'y a pas de poulet à l'intérieur. J'aime bien le goût que ça apporte, mais voilà. J'en mets pas systématiquement, en ce moment j'ai envie d'en mettre, donc j'en mets. Comme dit, ça va saler, mais ça va à la fois apporter des saveurs. Ce que vous pouvez faire, c'est également uniquement utiliser du sel, mais utiliser aussi des épices pour poulet. Donc ce sont des épices type thym, paprika, peut-être qu'ils mettent un peu de cumin, enfin je sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, mais en tous les cas c'est un mélange que les gens utilisent pour mettre sur du poulet. Donc forcément si vous l'utilisez, ça va vous rappeler le poulet sans pour autant qu'il y ait aucun poulet à l'intérieur. Et ensuite j'ajoute également de la sauce soja. Et c'est tout, vous voyez c'est vraiment extrêmement facile. Ensuite je mets simplement de l'eau bouillante. Donc je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire et j'utilise directement. Faut bien en mettre quand même de façon assez généreuse parce que les PST ça gonfle comme je vous l'avais expliqué. Je mélange un petit peu les PST pour que celle du dessus ait bien accès au bouillon en dessous. Et quand c'est fait, j'utilise une assiette que je mets au-dessus comme ça.
hop, et qui va un petit peu maintenir, vous voyez, les PST sous la surface du liquide. Comme ça permet d'être bien sûr que toutes les PST sont bien réhydratées. C'est facultatif, mais je trouve que c'est assez pratique. Et là, je vais pouvoir laisser reposer ça, le temps de continuer mon meal prep. Franchement, en 10 minutes, c'est déjà bon, mais si c'est plus, c'est pas bien grave. En attendant, les légumes sont cuits, ils sont sortis du four. Donc j'ai ici mes petites courgettes, mes betteraves qui sont très bonnes, très tendres, et également mes tranches d'aubergine. Je vais pouvoir vous montrer comment j'utilise mes tranches d'aubergine. Pour ça, j'utilise le fromage que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous avez vu, j'en ai mis une partie dans un moule rond. Je vous montrerai tout à l'heure lorsqu'il sera bien pris pour le démouler et pour vous montrer comment il se tient. Mais le reste, je l'ai mis dans un Tupperware. Et ensuite, hop, je récupère comme ça mon fromage un petit peu à tartiner. Hop, je prends une tranche d'aubergine comme ça. Ensuite, j'y mets mon fromage à tartiner. Et ensuite, il me suffit de rouler ma tranche d'aubergine, comme ceci, et ça me fait un super antipasti. J'adore, je les prépare à l'avance ou pas, parfois je mets juste à table les tranches d'aubergine avec le fromage, chacune se fait son petit roulé, et ça c'est juste excellent, c'est vraiment un légume qui du coup va être très riche en protéines grâce au fromage, et qui est absolument délicieux. Donc ça c'est très très sympa, je vous invite à le faire. Si t'es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo te plaît et ça me fait vraiment très plaisir. Alors pour me le faire savoir, laisse l'emoji renard en commentaire. Pour la prochaine recette, j'avais envie de réaliser dans ce meal prep un petit truc sucré à déguster pendant la semaine. C'est vrai qu'avec le low carb, c'est parfois pas évident de retrouver ses repères vis-à-vis des trucs sucrés parce que y a beaucoup de trucs qui sont pas low carb. C'est pour ça que moi j'aime bien faire nos snacks maison. De toute façon, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que l'immense majorité de ce qu'on mange est de toute façon maison. Et donc tout commence ici pour ces cookies qu'on va réaliser qui sont low carb par de la farine de soja. Donc là vous allez me dire mais Andrea, la farine de soja c'est quoi? C'est trop bizarre et tout. Sachez que c'est absolument délicieux. Il existe une farine qui peut être un petit peu similaire, ça s'appelle la farine de pois chiche. Sachez que la farine de soja, c'est comme de la farine de pois chiche, mais en low carb, en beaucoup plus protéiné et en bien meilleur au goût. Donc honnêtement, moi je préfère largement la farine de soja. Maintenant, si vous ne souhaitez pas utiliser du soja, vous pouvez utiliser de la farine de pois chiche. Simplement sachez que du coup, les cookies ne seront pas low carb puisque la farine de pois chiche n'est pas low carb. Et pour info, du coup, la farine de soja, en plus d'être riche en protéines complètes, elle contient pas moins de 41 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc là, juste avec ça de farine dans le saladier, on est déjà à plus de 65 grammes de protéines, c'est juste énorme, pour seulement 7 grammes de glucides. Donc c'est très très pratique. Une fois que j'ai mis ça, je vais également mettre de la levure chimique. Si vous êtes sans gluten, faites bien attention à acheter votre levure chimique sans gluten. Il y en a pas mal en magasin bio notamment. On n'en a pas besoin de beaucoup puisque ça reste des cookies, donc ça n'a pas besoin de beaucoup monter, seulement une demi-cuillerée à café. Et pour le sucrant, vous pouvez utiliser celui que vous préférez. Moi, vous l'avez compris, j'utilise toujours de la stevia pure. Une toute petite quantité est suffisante puisque la stevia, c'est 1 g de stevia équivaut à 300 g de sucre classique, sucre blanc. Donc il faut en mettre vraiment très très peu, c'est pour ça que j'utilise à chaque fois la pointe d'un couteau. Et là on va pouvoir tout simplement mélanger les poudres. Ensuite on ajoute nos ingrédients liquides, donc évidemment pas d'eau dans cette recette puisque c'est une recette végane. Du coup je mets du yaourt de soja, donc nature bien sûr. Je mets également de l'huile de coco fondue, un bouchon de vanille liquide. Et cette recette est tellement simple qu'elle est déjà presque finie. Donc je mélange un petit peu les liquides au milieu des poudres. Et petit à petit, vous allez voir, les poudres vont un petit peu s'intégrer. Voilà, donc la pâte a la texture parfaite. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos pépites de chocolat. Donc moi, j'utilise des pépites de chocolat dont je vous ai déjà pas mal parlé. Ce sont des pépites de chocolat noir sucré au xylitol, donc c'est low carb. Et je complète avec des pépites de chocolat blanc vegan. Donc en gros, ce sont des pépites de beurre de cacao sucré au sucre de coco. Et ça ressemble au goût, mais comme 2 gouttes d'eau, à du chocolat dulce, si vous connaissez. Donc c'est un chocolat avec un goût de caramel. Ces pépites-là ne sont pas low carb, puisqu'elles ont du sucre de coco à l'intérieur. Néanmoins, je les aime beaucoup, donc je les ajoute quand même. Et si vous souhaitez pas prendre des pépites de chocolat comme ça, sucrées aux édulcorants, vous pouvez très bien prendre des pépites de chocolat vraiment bien noires. Prenez le plus noir possible, entre guillemets, et dans ce cas-là, ce sera tout à fait low carb. On mélange simplement une dernière fois la pâte pour bien intégrer les pépites de chocolat. Je vous jure que ça sent tellement bon, j'adore cette odeur. Vraiment, la farine de soja, ça fait peur, mais c'est délicieux en réalité. Ce que je fais ensuite, c'est que
je fais des boules. Donc je fais des boules de 60 grammes. Pour les peser facilement, je vous montre ma méthode. En fait, je mets tout simplement mon saladier sur ma balance, je fais tard, ce qui fait que c'est à 0. Et ensuite, quand je prélève la pâte, je fais moins 60. Et à chaque fois, je refais tard et je reprélève suffisamment de pâte pour que ça fasse moins 60. Ce qui m'indique effectivement que chacune de mes boules fait 60 grammes. C'est une étape qui est facultative, bien sûr. Vous pouvez faire vos cookies comme d'habitude à l'œil. Mais moi, je trouve que pour avoir une cuisson qui soit bien uniforme, c'est quand même très pratique de procéder ainsi. Et une fois que j'ai fait une belle boule, je la place tout simplement sur ma plaque de cuisson. Il faut savoir que ce sont des cookies qui ne s'étalent pas autant à la cuisson que des cookies à la farine de blé. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise comme ça un récipient avec un fond plat et un carré de papier sulfurisé et hop, je me mets comme ça et j'écrase en fait mes cookies à l'avance. Et c'est parti pour 11 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant que les cookies cuisent, je vais m'occuper de mes PST. Il faut attendre qu'elles soient un petit peu refroidies, sinon ça brûle les mains. Donc j'appuie un petit peu sur mon assiette comme ça pour l'enlever. Elles sont vraiment très très souples, pas du tout dures, donc elles sont bien réhydratées. À ce stade, je vide le bouillon. Alors vous pouvez garder le bouillon pour d'autres préparations si vous le souhaitez. Moi je vais pas le faire aujourd'hui. Et ensuite, j'utilise tout d'abord une grosse cuillère comme ça pour bien presser et enlever un petit peu le maximum du bouillon. Le but, c'est vraiment de bien les presser. Moi, elles sont trop chaudes pour les presser avec mes mains. Mais si vous, elles sont assez refroidies, vous pouvez aussi le faire à la main. Et une fois que c'est fait, c'est déjà prêt à être rangé dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Voilà, donc la quantité que j'ai faite, ça va me donner au moins 2 Tupperware de cette taille. Donc ça fait quand même une belle quantité de protéines végétales à garder au frigo. Je ferme tout simplement ma boîte. Et ça se conserve vraiment très très bien pendant au moins une semaine. Ce qui est génial, c'est qu'ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est faire chauffer un filet d'huile dans une poêle, de mettre à feu moyen en gros, et de les faire revenir tout doucement comme ça pendant environ 5 minutes. J'aime bien ajouter au moment de la cuisson un petit peu d'herbe de Provence, je trouve que ça rajoute un petit goût. Vous pouvez ajouter d'autres épices, et vous pouvez également, bien entendu, les utiliser dans n'importe quelle recette qui utilise de la viande, et notamment des aiguillettes de poulet. Donc si vous avez un curry à faire par exemple, si vous avez un mijoté, si vous avez un plat en sauce, enfin que sais-je, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc voilà, à la fois en aiguillette un petit peu nature entre guillemets ou aux herbes de Provence, et à la fois dans plein de recettes de votre semaine, et ça vraiment ça fait gagner trop de temps, et le prix est tellement économique par rapport aux aiguillettes végétales du commerce. Pour la dernière recette de ce meal prep, je vais réaliser des crackers maison, qui sont des crackers à base de graines, dans lesquels on va utiliser la propriété mucilagineuse des graines pour former le gel qui va faire tenir les crackers. Donc pour ça, il nous faut bien évidemment des graines de lin. Les graines de lin, ça fait partie des rares graines qui ont justement cette propriété mucilagineuse. Il y a également les graines de chia, c'est comme ça qu'on fait du pudding de chia d'ailleurs. Les graines de basilic qui sont moins connues mais qui s'achètent en magasin asiatique et qui sont encore plus riches en bons nutriments que les graines de chia. Et après, il y a aussi l'avoine qui a cette propriété de former un petit peu un gel autour de lui. Et justement, pour créer ce gel, on va ajouter de l'eau assez chaude. C'est la chaleur et l'humidité qui vient activer le gel. Je mélange un petit peu. Ensuite, on ajoute des graines. Donc les graines de lin, c'est très important, faut pas les substituer. Après, les autres graines que vous mettez, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vais faire un mélange avec notamment des graines de tournesol, des graines de courge et un petit peu de graines de chanvre. Bien évidemment, ce sont des crackers, donc on n'oublie pas de saler. Et c'est déjà fini pour cette recette, il nous suffit maintenant de mélanger et vous allez voir le gel des graines de lin en fait va former notre liant, un peu comme si on avait mis de l'œuf, sauf que là c'est 100% végétal. Regardez comme ça se tient bien. Et fun fact, je trouve que le gel de graines de lin sent hyper bon, le thé, un petit peu le thé vert, je ne sais pas pourquoi. C'est une odeur très agréable pendant qu'on cuisine. Avant de mettre mes crackers au four, j'ai sorti mes cookies. Du coup, je vous les montre. Bon, il faut attendre qu'ils refroidissent normalement. Mais regardez-moi ça comme ils sont jolis. Ils sont hyper gourmands en vrai. Et en fait, au centre, ils sont pas 100% cuits. Et c'est ce que j'adore parce que comme ça, ils sont croustifondants. Dites-moi si c'est vous aussi la texture que vous préférez dans les cookies. Et il faut savoir ici qu'en plus d'être faibles en glucides, ils contiennent pas moins de 11 grammes de protéines par cookies. Tout ça, c'est grâce à la farine de soja. Je réutilise la même plaque avec le même papier de cuisson puisque ce n'est pas du tout gênant pour moi. On est à la maison, donc franchement, il n'y a aucun souci. Comme ça, au moins,
on fait moins de déchets. Je mets ensuite de l'huile d'olive un petit peu sur le papier cuisson. En réalité, c'est une recette qui peut se passer totalement d'huile, hein, vous l'avez vu, j'en ai pas mis dans la recette en tant que telle. Mais c'est très sympa aussi d'en mettre un petit peu comme ça, parce que vous allez voir, ça va donner un côté encore plus croustillant, très gourmand aux crackers. Voilà, donc vous faites un petit peu comme bon vous semble, en fonction de ce que vous préférez faire à la maison. Une fois que c'est fait, je peux ajouter ma pâte. Et avec la cuillère qui m'a servi à mélanger mes graines, je peux écraser toutes mes graines en une plaque. Vous avez vu, ça se tient très très bien. Donc c'est ça qui est vraiment très pratique avec cette propriété mucilagineuse. Le but, c'est vraiment bien étaler en une plaque fine. Ça va nous créer des crackers qui seront très croustillants après la cuisson. Mon four est préchauffé et je vais pouvoir enfourner ma plaque de crackers pour 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, j'ai sorti les crackers du four au bout de 30 minutes, c'était vraiment parfait. C'est vraiment super croustillant. Et j'ai laissé refroidir pour pouvoir vous montrer à quel point c'est croustillant. Voilà, ensuite vous le coupez en morceaux irréguliers. C'est possible de faire des morceaux réguliers, mais dans ce cas-là, il faut que pré-cuisson, en fait, avec un couteau, vous formiez un petit peu les crackers sur la plaque. Donc voilà, on est sur des magnifiques crackers qui sont absolument délicieux. Ils sont bien évidemment vegan, sans gluten, low carb et très très croustillants. Le but des crackers, c'est aussi d'aller entre autres avec ce magnifique fromage qu'on a fait du coup en début de meal prep et qui maintenant est déjà tenu. Je voulais en couper un morceau un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, moi je le mets sur une assiette comme ça, vous avez vu, ça fait une belle quantité et il en restait encore. L'idéal, c'est d'en faire plusieurs en fait, dans plusieurs petits moules et d'en mettre certains au congélateur, ça se décongèle très très bien, donc c'est vraiment idéal. Ce fromage, qui est un fromage frais, mais un peu plus dur qu'un fromage frais, puisque comme vous le voyez, il se tient. C'est vraiment génial à mettre sur des crackers. Moi, j'aime beaucoup faire le repas avec la soupe aux tomates, les crackers, ou bien du pain low carb. J'ai la chance d'en avoir dans mon supermarché. Et du fromage comme ça, c'est juste délicieux. Franchement, j'espère trop que vous testerez cette recette, mais aussi toutes les autres de cette vidéo. Est-ce que vous saviez qu'il existe plein de moyens de faire baisser sa glycémie après un repas, même sans manger spécifiquement low carb? J'ai appris ça en faisant des recherches poussées sur le sujet. C'est super intéressant puisque ça permet de continuer à manger des produits riches en glucides, mais de façon différente pour pas justement subir ce pic sur la glycémie. Et je vous en avais fait une vidéo complète que je vous mets juste ici, où je vous explique plus de 10 astuces prouvées scientifiquement pour faire baisser sa glycémie après le repas. Si cette vidéo vous a plu, celle-là vous plaira forcément, donc je vous invite à cliquer, à regarder et vous me dites ce que vous en pensez. Moi je vous dis donc à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!